Voilà, c'est parti pour le ZCL News de ce vendredi 14. C'est déjà le début du week-end. Le temps est bon, on se calme, on attend, on fait attention sur les routes. Et on vous salue. On a beaucoup d'invités aujourd'hui, puisque dans un premier temps, on va parler théâtre avec Odile Pedro-Léal. Bonjour. Bonjour. Elle est accompagnée de Michel Diaye, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour. Comédienne guyanaise, guyano-gabonaise, on va dire. Oui. Et on parlera théâtre. Et un peu plus tard, on aura un débat sur les industries culturelles créatives avec autour du Festival Caribule. On aura plein d'invités. Marie-Hélène Ferdi va présenter l'émission avec moi. Thierry Dupré-Teyandi, Jean-Claude Nelson, Michael Tambi, Johan Bangou, Joël Rabouteur. Et c'est pas fini encore. Michael Herblanc, Douane Huneau, Didier Manette qui est éditeur et Joël Rabouteur qui est maître de conférence à l'université. Donc on fera un débat là-dessus. Sinon on parlera du partenariat avec CEFU et le lycée de Blanchette à Gourbert, des Journées nationales de résilience au MAC et bien évidemment de l'ouverture hier soir du festival Caribule. Ça parle un peu ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Le temps longtemps, tout de suite, on le balance. Tu es prêt? C'est parti. Temps longtemps. Alors cette fois-ci, c'est 14 octobre 1962. Je rappelle que toutes les dates que nous vous proposons dans cette petite rubrique en temps longtemps, elles sont extraites de l'ouvrage de Laura Mann, Les Antilles et la Guyane, en 365 dates. Alors, 14 octobre 62, c'est l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise qui est créée. Ça s'appelle l'OJAM. Ils finiront tous en prison d'ailleurs, mais ce sont des patriotes martiniquais qui se battaient déjà à cette époque-là, en 62, pour une Martinique martiniquaise. Et donc, à l'époque, la répression est tombée sur tous ces gens qui avaient la vingtaine aujourd'hui, à cette époque-là, qui ont 62, ça fait déjà plus de 60 ans, et qui ont quelquefois 70 ans. En tout cas, on se souvient de cette période-là, c'est entré dans l'histoire, et on s'en souvient, il fallait le dire. Voilà, c'est parti, on va parler avec ces deux dames, la metteur en scène, Madame Odile Pedro-Léal, elle est directrice artistique du Grand Théâtre Itinérant de Guyane. Alors la première question, c'est quoi le théâtre itinérant? J'ai oublié de vous dire comme chose, Komotofika. Moula, et tout. Moula. Bon, allez, vas-y, alors on vous écoute. Le Grand Théâtre Itinérant de Guyane, c'est la structure à laquelle je travaille. Oui. Pourquoi c'est itinérant? C'est itinérant parce qu'on n'a pas de théâtre à nous. C'est itinérant aussi parce qu'on fait une pièce, c'est pour la montrer à d'autres. Oui. Donc ça nous permet un petit peu de voyager, de proposer notre art un petit peu partout. D'accord. Et donc vous êtes comédienne, metteur en scène, et vous avez choisi une pièce de Frédérica Lorca. Pourquoi? Garcia Lorca, pourquoi? Je choisis ce texte parce qu'il s'y prêtait tout simplement. Et je retrouvais dedans des choses qui sont propres aussi, une ambiance que je retrouve dans la culture créole. Donc il s'agissait pour moi, dans mes mises en scène, dans le travail que je fais, aussi parler de nous, dans cette grande diversité de la société française, mais de montrer, de mettre en avant les sociétés créoles. Et la pièce de Lorca, et aussi des femmes, donc parler aussi des femmes dans la société. Et dans la pièce de Lorca, eh bien écoutez, je suis servie. Oui, à 9 femmes. Voilà, il y a au moins 9 rôles de femmes, et ça nous permet un petit peu de parler de la place de la femme dans la société. C'est une pièce qui parle d'amour et de liberté, et avec ce propos-là, eh bien on dit un petit peu ce qu'on a à dire, mais d'une manière légère. Il y a des chants, il y a des danses de la culture créole, des cultures marrons de Guyane, voilà. D'accord. On verra tout ça à l'archipel ce week-end. Alors, Michel Diaye, vous êtes gabonaise, mais vous travaillez avec des Guyanais. Comment ça se passe le matchage? Alors, écoutez, en fait, moi, j'ai la chance de connaître Odile depuis plus de 20 ans. Ah, d'accord, c'est une vieille amie. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a cette ouverture aussi. Vers la diversité, mais la diversité des différentes régions du monde. Et donc moi, je viens d'Afrique, et j'ai été accueillie en tant que comédienne africaine, mais née à Paris, de culture européenne, vraiment avec chaleur, et ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager cette culture créole, de connaître ces sensations, de connaître cette possibilité d'échange, et même orale. Ah oui. Le créole, j'ai dû apprendre. Vous avez appris un petit peu de créole? Ah ben oui. Vous parlez petit peu de créole. Vous parlez créole. Bon, ok. Alors, Odile, je vais poser une question parce que j'ai vu dans le site presse qu'on dit que, c'est vous qui le dites, la notion de créolité nouvelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien oui, parce qu'on part du principe que, bon, on sait que le vrai créole au départ, c'était le grand béquet blanc. Après, la créolité qui a été définie par les Confiants, les Glissons, tout ça, c'est cette créolité avec ce mélange de cultures
de culture noire et de la culture blanche qui se passe dans les pays qui ont été colonisés, notamment les Antilles-Guyane. Oui. Et moi, dans la créolité nouvelle, j'entends la créolité d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui est ouverte un petit peu à plus de mixité et de mélange, notamment en Guyane. Oui. On n'y échappe pas, parce que moi, je m'appelle Odile Pedroleal. Oui. Ma grand-mère, c'est une demoiselle ringuée, bien de la Guyane, mais mon père a traversé le fleuve. Il vient du Brésil. Ah, donc voilà. Et puis, il y a les Amérindiens en Guyane. Aussi, oui. Il y a 6 groupes ethniques amérindiens. Il y a les Bushinengués. Oui. Et donc, c'est ça. Nous sommes tous sur ce territoire. C'est un cousin, en fait. Tout à fait. Voilà. Oui. Et comme dirait notre grand poète Damas, on a 3 fleuves qui coulent dans nos veines. Et donc, c'est ça, cette créolité-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de noir et blanc, il s'agit un petit peu de ces mélanges culturels sur les terres, dans les terres sur lesquelles nous vivons. Voilà. D'accord. Alors, la pièce s'appelle, si je ne me trompe pas, La maison de Bernard Alba. Alors, 2 petits mots, on ne va pas tout raconter. Mais la pièce originale de Federico García Lorca, je rappelle, qui est un auteur espagnol, qui a été fusillé en 1936 par Franco. Oui. Il a écrit cette pièce en Amérique du Sud, c'est pour ça peut-être que je me sens proche. Et c'est sa dernière pièce. Alors moi, je l'ai adaptée en créole français, et ça s'appelle La maison de Bernarda Alba de Yana. Yana qui veut dire Guyane, en langage amérindien, comme Guada, comme Bandidina ou Caruquera. Donc voilà. Et puis je ne dirais pas que c'est une appropriation, mais c'est une relecture de cette pièce qui est toujours d'actualité quand il s'agit de parler de liberté, quand il s'agit de parler de culture et surtout de la place des femmes dans la société. Oui, vous dites un microcosme criant de désir et de révolte. Tout à fait. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir sa liberté, il ne suffit pas d'avoir besoin d'amour. Il faut aussi aller chercher tout ça. Oui. Voilà. Et donc, comme je disais dans la pièce, il y a plusieurs générations de femmes. Nous brassons quand même parmi mes belles et superbes comédiennes, celles qui ont 80 et on arrive jusqu'à 25. Oui. Et donc, quand le poids de la tradition impose que pendant les 8 années de deuil que Bernarda Alba va imposer à ses filles et qu'on va marier l'aînée qui a déjà 40 ans, comme une petite vieille fille, la petite qui a 25 ans ne l'entend pas de cette oreille. Donc elle va se révolter. Et je ne vais pas en dire plus, parce qu'il faut vraiment venir voir la pièce. Alors, Micheline Diaye, comment vous êtes intégrée dans ce théâtre guyano-créole ? Alors, en fait, c'est vrai que je connaissais Odile depuis longtemps et que cette pièce, je l'ai créée avec elle en 2003. Donc, c'est une comédienne avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. D'accord, tout s'explique. Voilà, et donc, c'est vrai que déjà à l'époque, le propos m'avait fortement intéressée et interpellée, puisque je ne travaillais en fait que dans le milieu des comédiens européens, entre guillemets. Mais j'avais déjà cette ouverture vers le théâtre antillais parce que j'ai travaillé avec Théo Légitimus, avec Thierry Desroses, etc. Voilà. Oui. Alors, je vous pose quand même la question, je la pose à tous les Antillais, les Guyanais ou les Africains qui vivent en France. La question de la visibilité se pose toujours en France pour nos comédiens, nos artistes, etc. Oui. Pas pour les musiciens, puis je sais que Kassav et compagnie, ils ont réussi à franchir, le mur, mais pour les artistes... C'est toujours, à mon avis, encore très, très dur pour Très dur, oui. Il faut se dire que véritablement, déjà, les rôles que l'on nous propose sont un tout petit peu plus ouverts, c'est vrai. Un tout petit peu quand même. Un tout petit peu, mais on est toujours quand même catalogué dans une certaine forme stéréotypée. Voilà. Mais tout à fait, parce que moi, quand j'ai commencé... jeune comédienne à vouloir débuter à Paris. Vous étiez aussi à Paris ? Oui, parce que j'ai fait mon conservatoire supérieur de région à Bordeaux. Oui. Et puis, comme tous les provinciaux, j'ai dû monter à la capitale pour essayer de travailler un peu, bien que j'ai commencé à travailler à Bordeaux. Et je me suis confrontée à ça. Il y avait une question de couleur de peau qui persiste. Et ça persiste toujours ? Oui, ça persiste. Et je me suis dit, en fait, au lieu de faire que même pour les cinémas, télévisions, des femmes de salle ou d'infirmières. Les rôles mineurs, comme on dit. Infirmières antillaises ou machin et tout ça. Ou bonnes, etc. Voilà. Servant des compagnies. Je me suis dit, il faut faire nos choses nous-mêmes. Donc j'ai créé ma structure et j'ai commencé à travailler. Et donc là, le plaisir, c'était de découvrir de merveilleuses comédiennes qui ne travaillent pas ou en tout cas des rôles à la hauteur de leur talent. Et je me fais un plaisir donc de travailler avec toutes ces comédiennes de la diaspora, que ce soit antillaises, guyanaises, africaines. Voilà, on est tous dans la même histoire là quand on est confronté à ce métier. Et bien voilà, c'est pour ça que dans le théâtre que je pratique, il y a cette ouverture là. Voilà, et je m'adresse pas en particulier parce que je travaille aussi avec d'autres comédiennes, mais quand même, c'est une opportunité de pouvoir faire travailler des personnes qui n'ont pas tout le temps... l'opportunité. Voilà.
Bon, alors, l'autre question, c'est sur la situation... Et notamment les femmes. Hein. Oui, la situation culturelle en Guyane, quand même. Est-ce que les choses évoluent? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à un moment. Ah, mais alors, le souci, c'est que hier, là... j'ai reçu une Guyanaise qui a écrit un livre sur son grand-père, Monsieur Bessières. Elle s'appelle... son nom m'échappe, moi je vous dirai tout à l'heure. Et elle me disait que la situation en Guyane n'est pas toujours très facile au niveau culturel. Eh bien, c'est ça. Et malheureusement, l'art est toujours lié un petit peu à la politique. Oui. Donc ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Oui. Mais voilà, on se débrouille et on fait avancer les choses un petit peu comme on peut. Oui. Mais voilà. Vous disiez qu'il n'y a pas encore un théâtre à Cayenne, quand même? Oui, à Cayenne, bien sûr, on a 2 salles. Hein. On a quand même la salle du Zéphyr, on a la salle de l'Ancre, une belle salle de 420 places. Isabelle Famaro, oui, elle était hier ici. Que je connais, parce qu'elle a travaillé à l'Ancre. Oui, j'étais directrice, là, j'ai mis en place la première scène nationale de Guyane entre 2013 et 2016, qui était un beau projet qui fonctionnait bien. Et puis, voilà, ça a été enlevé. Et j'espère bien que ça va repartir de plus belle. Oui, c'est la première fois que vous venez jouer en Guadeloupe? Non, c'est pas la première fois. J'ai eu le plaisir de venir à plusieurs éditions du début des festivals des Abîmes. Ah, d'accord. Et puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec Moïse Touré à l'époque où Clarnita Lafleur dirigeait l'Archipel. Voilà. Ah, d'accord. Donc vous connaissez bien la Guadeloupe. Bien, toujours à découvrir. Michel, vous êtes venu aussi déjà en Guadeloupe, avec elle, j'imagine? Avec Odile et également avec d'autres metteurs en scène. Avec donc Michel Galabru dans un spectacle. Voilà. Alors ça signifie que, j'ai envie de dire, le pont entre la Guyane et les Antilles, il fonctionne toujours bien? Parce que c'est quelquefois, c'était pas toujours évident. C'est toujours, ça dépend pas évident, mais quand on a, comment dire, entre un bon produit, une belle pièce, oui ça fonctionne, parce qu'on a joué déjà aux Abîmes vendredi dernier, ça a très bien marché. Nous avons la chance de jouer au Moule mardi, et ce matin nous avons joué pour des scolaires qui étaient ravis. 360 enfants ravis ce matin à l'Archipel, à Basse-Terre. Eh bien oui, ça me donne envie de continuer et de travailler aussi pour nous, mais aussi pour notre jeunesse. Donc vous reviendrez? Écoutez, avec plaisir. Bon, écoutez, on est content de vous recevoir. En tout cas, ici, on rappelle donc cette pièce, ce sera donc samedi à 20h, Bernarda Alba de Yana. Quand il a dit de Yana, c'est vous qui avez mis le Yana? Oui, c'est moi qui ai mis Yana, parce que la pièce s'appelle La maison de Bernarda Alba. Et moi, j'ai mis Bernarda Alba de Yana, ça veut dire Bernarda Alba de Guyane. Et puis dans le spectacle, j'ai 2 belles comédiennes de la Guadeloupe, Ophélie Jo et Irène Bicep, que vous connaissez, parce qu'elle tourne avec Franck Salin. Et elle a un groupe de danse, et puis des comédiennes de la Martinique, d'Afrique. Voilà, et de la Guyane. Oui, je vois que c'est vrai. Là, il n'y a pas de frontière. Oui, il n'y a pas de frontière, effectivement. 9 femmes sur une pièce. Voilà. C'est facile à gérer, 9 femmes? Ah oui. Ah oui, ça va, parce qu'on s'entend et qu'on aime défendre notre propos. Mais on reste des femmes. Et moi qui suis quand même aux manettes, eh bien oui, je dois jouer surtout avec l'humeur des comédiens. Voilà. Mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En tout cas, merci d'être venu. Et puis merci à vous. Samedi à 20h. Ah, il ne faut pas rater ça, comme dit Adéla dans la pièce. Nous pouvons rater. Nous ne pouvons pas rater. Et bagage à belle tout bonnement. C'est la dernière édition pour la Guadeloupe, c'est le dernier spectacle? Oui. Vous avez fait 4 passages, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc 4 représentations. Et la dernière, donc c'est samedi soir à 20h sur Basse-Terre, à l'Archipel. D'accord. nous comptons vous autres. Vini ou nous, pas rater bêta. Oui, pas occupé. Il est presque 12h54. On revient à l'actualité avec le partenariat avec C'est Fou et le lycée de Blanchet à Goubert, Olivier Fézis qui était sur place. C'est parti. Nous travaillons avec Rodolphe depuis déjà 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'aboutissement un petit peu de tout ce qu'on a déjà fait, puisque les élèves ont déjà rencontré Rodolphe et sont allés visiter son bateau. Et nous avons 7 élèves qui vont partir avec 2 enseignants à Saint-Malo. Et donc, il était important que toute la communauté scolaire aussi soit intégrée à ce projet. Et donc, c'est pour cela que nous voulions l'accueillir ici et pour pouvoir faire le lien entre le lycée, les élèves de Saint-Malo que nous avons aussi avec nous et Monsieur Sefo. On est très content en fait de participer à ce projet avec lui, surtout que nous, moi, je suis en électronique, donc on n'est pas un métier direct par rapport à la navigation. Mais comme il a dit que les métiers indirects aussi ont une place dans tout ça. Donc ça nous intéresse forcément. Donc on est là et on va l'encourager pour qu'il aille faire son projet jusqu'au bout, quoi.
Aujourd'hui, c'est la 3e fois que je les rencontre. Donc, c'est la continuité de ce projet qu'on a commencé début 2022 avec eux. Donc, ils ont déjà eu l'occasion de venir sur le bateau. On les a déjà rencontrés en salle. Et là, maintenant, on est à quelques jours du départ. Et l'idée, c'est qu'on a vraiment revu avec eux, dédramatiser aussi, parce que c'est vrai que vivre le village à Saint-Malo, ça peut être aussi assez déroutant. Donc, on a aussi un peu dédramatisé ce voyage et surtout pouvoir se concentrer, parce que c'est avant tout des techniciens, les futurs techniciens guadeloupéens de la maintenance nautique. Donc, donner les derniers conseils en tant que technicien pour que dès leur arrivée, ils puissent déjà se mettre en action sur le bateau. Oui, on va remarquer que la route du Rhum impacte un peu le monde lycéen. Il y aura beaucoup de manifestations de ce type-là. Je rappelle quand même qu'il y a eu, qu'il était prévu une négociation hier soir entre le représentant de l'État, c'est-à-dire le directeur de cabinet du ministre Karenko, et les soignants. Le résultat, match 0-0, puisque le collectif a quitté la salle parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec le processus de négociation, puisque les soignants sont toujours suspendus. Or, le collectif, hier, dans une conférence de presse, a demandé la réintégration intégrale de tous les soignants. Et visiblement, au niveau de l'État, on propose plutôt des formes de licenciement déguisées. Et ça, le collectif n'est pas du tout sur cette longueur d'onde. Nous aurons l'occasion d'y revenir ce soir dans le journal. Il est 12h58. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements, puisque nous allons avoir ce débat sur les industries culturelles créatives en Guadeloupe suite au festival qui s'est déroulé, qui a commencé hier soir. C'est parti. Oui, voilà. Bonjour à tous. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Elle sera avec moi aujourd'hui, non pas pour la chronique ICC News, on va parler de ICC News pour un débat, puisque désormais, le lundi, le mercredi, le vendredi, il y aura un débat dans le ZCL News. C'est une petite nouvelle formule, on va évoluer, puisque c'est tant qu'on reçoit des gens, mais il faut aussi des débats. Et aujourd'hui, pour ce débat, on n'a que des gens intéressants. Je laisse présenter. Oui. Ah, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a déjà M. Jean-Claude Nelson, qui est le président de la commission culture de la région et qui lui-même, on l'a présenté à la chronique, est un homme de culture, très ancré. Après, on a un illustrateur, professeur. Donc, voilà. Ensuite, on continue toujours dans le monde de la BD, donc avec monsieur Dwayne. Et pour finir, Lascamite. Alors, on expliquera, oui. On expliquera exactement. Et ensuite, Yohan Bangou, qui est illustrateur aussi, dessinateur. J'ai pas envie de dire que je suis un enfant de Caribule, mais enfin, disons qu'il a beaucoup fait à Caribule depuis le début. Et justement, c'est parce qu'on fait ce débat, c'est suite à ce festival que nous organisons depuis une dizaine d'années, nous 11e année cette année. Et hier soir, c'était justement la soirée inaugurale. On regarde le reportage et on revient tout de suite après pour faire le débat. C'est le seul festival de bande dessinée et de manga et de livres de jeunesse de la Caraïbe. Pas seulement de la Guadeloupe, mais vraiment de la Caraïbe. Et au cours de ce festival, en fait, on peut recevoir le grand public. À noter que c'est un festival gratuit, ouvert à tous, en proposant des ateliers pour les enfants, mais aussi pour tout le monde. Et puis c'est la possibilité aussi pour tout le monde de découvrir les auteurs. Cette année, on a fait un focus sur l'afro-manga et nos parrains, ce sont le groupe Lascamite. C'est avec fierté qu'on a appris qu'il y avait une demande pour que l'on soit nommé parrain de la 11e édition. C'est une fierté aussi pour nous de pouvoir retourner au pays, de représenter un art que l'on s'est approprié, qu'on essaie de développer de notre côté. Dans la réappropriation qu'on a faite, on a mélangé un peu de manga, un peu de comics qui vient des États-Unis, puisque voilà, nous sommes influencés par les deux. Et aussi, surtout, nous, ce qu'on veut faire, c'est proposer une autre imagerie de l'homme noir, l'homme, la femme noire, différemment de ce qui est fait dans l'actualité, dans les livres. Pouvoir aussi intéresser le plus grand nombre à la culture afro, que ce soit africaine ou caribéenne ou afrodescendante aux États-Unis. Et surtout, ouvrir, montrer que le monde noir, c'est aussi tout aussi intéressant que le Japon, que les États-Unis, que l'Europe, et qu'il y a plein de choses à découvrir, des héros, des lieux, des histoires, et que voilà.
Ça a le mérite d'être reconnu aussi. Alors justement, le festival se poursuit. On est à Vonches, à la maison communale de Vonches, donc on vous y attend, à partir de demain, samedi et dimanche. Donc toute la journée, de 9h jusqu'à 18h. Donc des ateliers dessinés, des meet-up, des séances de dédicaces aussi. Donc un village des expositions. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc on vous attend à la maison communale de Vonches. 11e édition, une fois de plus, la ville de Bemao accueille ce festival. Festival qui est important pour notre collectivité parce que c'est un festival qui répond à un enjeu important, à un axe majeur qui est la démocratisation de la culture et de l'art. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons une belle bibliothèque. Nous travaillons avec nos jeunes autour de la BD, autour du manga, mais surtout autour de la littérature de jeunesse. Et ça, c'est très important. Voilà, donc le débat va être lancé puisque nous sommes partis de ce festival qui s'est ouvert officiellement aujourd'hui, mais enfin qui a commencé depuis le 24. Et Marilène, je t'ai fait venir parce qu'en fait, tu es vraiment dans les industries culturelles créatives, professionnellement au moins. Oui, alors c'est vrai qu'on a demandé l'ouverture, à ce que le campus s'ouvre sous les industries culturelles et créatives lors du dossier de renouvellement. Et je pense que ça peut être une réelle opportunité, puisque dans l'académie, quand on fait l'état des lieux de tout ce qui existe en termes de formation de la seconde au lycée, et on voit qu'on est un territoire assez particulier puisque l'essentiel des industries culturelles et créatives sont représentées. Et dans le post-bac, c'est là qu'on a quand même un gros effort à faire. C'est vrai qu'il y a le BTS, il y a cette fameuse licence professionnelle pour tous ceux et celles qui veulent se spécialiser dans la gestion du spectacle. Et on a aussi ce DNMAD dans tout ce qui est graphisme et espace. Alors, on a au téléphone M. Joël Raboteur, que tu connais bien d'ailleurs. On va lui laisser dire quelques mots. Très bien, oui. Joël, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans ce débat. On disait tout à l'heure, Marielle disait l'importance qu'il y a dans les lycées sur le travail qui est fait en direction des jeunes. Alors, au niveau de l'université, d'une manière générale, il y a aussi quelque chose qui existe, cette licence. Mais quelle est la... Je m'entends très faiblement. Oui, tu m'entends très faiblement. Et maintenant, voilà, c'est mieux. Oui, alors je disais que ce qui se passe à l'université, c'est aussi important, mais je voulais que toi, en tant que, puisque tu as écrit sur les industries culturelles et créatives, que tu nous donnes un petit peu ta définition vue de la Guadeloupe, de CCC. Oui, alors je m'entendais bien, donc je remercie tous ceux qui participent effectivement à cette émission sur les industries culturelles et créatives. Je dirais que ces industries culturelles et créatives font partie des industries les plus importantes donc, de la Guadeloupe. Donc, qu'est-ce qu'on entend par industrie culturelle et créative? Donc, je pense que certains, avant moi, l'ont déjà défini. Mais en fait, derrière, il faut voir l'objet principal, c'est la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion, la commercialisation de biens et de services, contenu culturel, artistique, patrimonial. Donc c'est très vaste. Et c'est vrai que la Guadeloupe a une chance extraordinaire. Nous sommes un pays de culture. Et quelque part, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Je prends un exemple très simple. Parmi les caractéristiques de la culture, vous avez la créativité qui est au cœur de l'activité. Donc c'est vrai que quand on parle d'industrie culturelle et créative, eh bien, il y a l'ingéniosité, il y a le talent des artistes, le contenu artistique, culturel. Donc, la Guadeloupe rayonne de par sa culture, de par sa musique, de par ses œuvres littéraires, de par sa poésie, de par ses bandes dessinées. Maintenant, tout ça fait partie de la culture. Donc, c'est très, très, très vaste. Et c'est vrai qu'on a une double nature dans cette industrie culturelle. On a une nature économique, donc ça fait vivre. Donc, on a énormément d'artistes, de peintres, de sculpteurs qui ont des talents extraordinaires. Donc on a une double nature qui est économique, donc ça génère de la richesse et ça crée des emplois. Donc il y a des gens en Guadeloupe qui vivent de la culture, qui vivent de leur art, qui vivent des industries culturelles. Mais également, il y a une dimension culturelle et qui donne du sens et qui puise
finalement dans notre identité guadeloupéenne. Donc la culture est au centre de tout ça. C'est aussi de l'innovation et le renouvellement créatif. Donc une demande et des comportements du public sont difficiles à anticiper, et c'est là tout l'art justement de cette industrie culturelle. Alors pour faire simple en fait, je ne vais pas monopoliser la parole, mais quand même, quand on regarde un peu l'industrie culturelle et créative, elle fait de l'effort visuel. Donc vous êtes sur Canal 10, vous êtes la télévision fait partie également donc des industries culturelles. Donc la télévision, la publicité, la peinture, la presse, la musique, le spectacle vivant, les livres également, les jeux vidéo, le cinéma, la radio, tout ça fait partie quand même de l'industrie culturelle. Et quand on regarde un peu l'impact de cette crise sanitaire que nous vivons sur certaines industries, certaines industries ont tiré leur épingle du jeu. Par exemple, on s'est rabattu, on ne peut pas sortir donc sur la musique, on s'est rabattu sur le livre, on s'est rabattu sur les jeux vidéo, on s'est rabattu sur le cinéma, même s'il est à la maison. Donc, quelque part, c'est une industrie relativement riche et qui peut-être chez nous, on n'a pas encore suffisamment valorisé ça. Bon, je prends l'exemple du carnaval. J'ai fait pas mal d'études d'impact économique sur le carnaval. Le carnaval, c'est l'exemple de cet art de rue qui a pas simplement une valeur, qui a une valeur culturelle, mais qui a aussi une valeur économique. Et j'invite les téléspectateurs, ceux qui sont intéressés, à télécharger donc l'article que j'avais écrit sur la valeur économique du carnaval, notamment en identifiant un peu l'impact de cette affaire-là. Bien. Donc voilà. Donc voilà un peu ma contribution à ce très bon débat concernant les industries culturelles et créatrices. Alors, on va faire un tour de table avec nos invités, Yohan Bangou, avec Laskemit, avec aussi Thierry, et puis on va bien sûr aboutir vers la région. Comment vous vivez en tant que dessinateur, auteur, etc., ces industries culturelles au niveau de la Guadeloupe? Oui, alors, pardon, moi, c'est vrai que étant auteur amateur, et publiant mon compte, je regarde toujours avec beaucoup d'admiration ceux qui percent en fait dans une industrie où justement pour la bande dessinée pêche de moyens en fait, de moyens en interne. C'est vrai que quand on vit sur une île qui ne produit pas de papier, qui doit se débrouiller en fait pour éditer ses propres ouvrages. On se dit dès à présent comme auteur, mais en fait c'est un vrai parcours du combattant pour pouvoir sortir des œuvres qui me sont propres. Mais pour autant, en fait, cet obstacle-là n'a jamais arrêté l'imaginaire. Jamais le festival Caribule n'a eu de cesse de le démontrer. Surtout au niveau des jeunes générations, en fait, rien n'arrête une main qui dessine, une main qui écrit. Et force est de constater que l'obstacle de l'édition n'est pas suffisant à barrer ses velléités, en fait. On aura d'ailleurs tout à l'heure un éditeur, Nick Marron, Didi Manette, qui sera avec nous. Toi, comment toi tu vois les choses? Parce que toi, tu vis pas en Guadeloupe, tu vis en France. Voilà, je vis en France, mais ayant mes attaches au pays, donc j'ai toujours un œil sur ce qui se fait en Guadeloupe. Concernant de l'Ascamit, on regarde quand même ce qui se fait, puisque comme l'a dit Monsieur Raboteur, en gros, il y a différents vecteurs de diffusion culturelle qui existent, la musique, le carnaval, la bande dessinée. Et nous, vraiment, ce qu'on veut faire à terme, c'est vraiment faire quelque chose de multi-support, mais qui soit connecté entre eux. On a commencé avec la BD, mais après, il y a le support audiovisuel, tout ce qui est jeux de plateau, jeux vidéo. Et voilà, notre but, c'est de connecter tout ça pour vraiment faire un univers vraiment large. Donc, la Guadeloupe, je dirais en l'état, est un vivier quand même de perspectives, puisqu'il y a des choses à faire, il y a des choses déjà faites, mais il y a encore des choses à faire. Oui. Alors moi, je suis dans Guadeloupe, je suis guadeloupéen. Mais la vie a voulu, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Donc c'est la Guyane qui a mis en lumière mon œuvre. Donc voilà. Et je peux parler du Jokan et des arts martiaux de la Caraïbe dans mon œuvre.
Et il y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe, énormément de choses. Donc, aussi bien au niveau des mangas, des jeux vidéo, de l'audiovisuel, l'animation. Il y a beaucoup de potentiel et qui demande juste à être mis en lumière. La dernière question pour vous, Monsieur Nelson, toujours la même question. Comment on peut faire pour développer cette industrie culturelle et créative à travers tout ce qu'ils ont dit, donc sur tous ces supports, films, audiovisuels, mais aussi, moi je vais même dire publicité aussi, on en voit de plus en plus, et télévision. Mais comme l'a dit le professeur Joël Rabouteur, c'est un ensemble d'activités qui existait déjà et qu'on a regroupé sur un vocable industrie culturelle et créative. Avant, c'est vrai que les gens n'avaient pas l'impression que faire de la culture, c'est de faire du développement économique. Et on pensait que la culture, c'était un jeu, on faisait de la culture pour amuser la galgue et tout ça. Et on s'est rendu compte vraiment qu'il y a une filière dans chaque discipline. Ils font de la bande dessinée. Il y a très longtemps que la bande dessinée existe, qu'il y a une industrie autour de la bande dessinée. Il y a des personnes qui vivent de ça, mais non seulement qui vivent de ça, en tant que dessinateur, en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur, en tant que distributeur, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un champ large. Nous, on dit aujourd'hui que l'industrie culturelle et créative de la Guadeloupe rapporte plus que la banane et la canne. Oui. Quand vous mettez bout à bout l'ensemble des activités qui se font sur le territoire et que vous valorisez cela, vous voyez que c'est énorme. Je prends un exemple. Quand Kassav, à l'époque, faisait ses tubes et sortait, faisait des concerts avec des milliers de gens, ce sont des sommes qui rapportent à des individus ou un individu, mais à une industrie. Quand vous vendez un CD, et le professeur Rabouteur l'a dit, lors du confinement de la Covid, les gens ont acheté des CD, les gens ont acheté des livres, les gens se sont tournés vers la télévision. Mais si la télévision n'a pas de contenu, la télévision ne peut pas marcher. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui derrière ça vont produire. Ils vont produire du contenu, ils vont produire, je dirais, ils vont donner de la créativité dans leur domaine. Un peintre, par exemple, va pouvoir rester dans son atelier et profiter pour peindre, mais peut-être aussi profiter pour pouvoir préparer une exposition, pour pouvoir préparer des choses. C'est pareil pour la couturière, et le styliste, modéliste, tout ça. Tout ça fait partie de l'industrie culturelle et créative. Et donc, nous avons, par exemple, en Guadeloupe, un pays qui a un fort accent identitaire et une forte production culturelle. On ne voit pas ça souvent dans d'autres départements de France, et encore moins dans certains pays. Parce que nous avons cette âme créative, on a un génie créateur qui vit en nous. Et les Guadeloupéens, chaque fois qu'ils vont toucher à un art, mais vont développer l'art. Ce n'est pas forcément de l'amener au summum et de dépasser tous les maîtres. C'est de pouvoir faire en sorte que les choses se font. Et donc, nous, à la région, nous avons pris conscience de cela parce que nous avons, pour mettre en place une filière, toute une démarche à mettre en place. Vous avez parlé de la formation dans votre entrée en matière. Et cela veut dire qu'il faut structurer la filière, mettre en place ces formations, mettre en place aussi les moyens pour permettre, je dirais, aux entreprises, puisque très souvent on va le retrouver autour d'entreprises, cette entreprise-là, à s'organiser, à se structurer et à occuper le marché. Parce qu'il y a un marché. Et le marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Ça va permettre aux gens, à un certain moment, de se dire, OK, d'accord, je vais dans une librairie pour acheter des choses. Je vais dans un supermarché pour acheter des choses. Et dans l'article 103 de la loi de Notré, qu'est-ce que dit le législateur? Il dit, les communes, l'État, les grandes collectivités que sont le département et la région, sont responsables de la culture. Donc ça veut dire que vous avez le droit ou non de développer un pan de la culture, ça c'est votre problème, mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas développé que vous n'avez pas des comptes à rendre, parce que vous en êtes responsable. Et dans son article, il dit il faudrait amener la culture au plus près de tout le monde. Donc ce qui veut dire que le bien culturel doit être consommé. Et quand on fait un film, si on ne le diffuse jamais, on passe à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous soutenons les festivals qui se font autour des films, des documentaires, la création. C'est pour ça que nous voyons de bon œil que Caribule existe, se développe, aille de l'avant. Parce que c'est un espace qui va permettre aussi, et à ceux qui font de la bande dessinée,
mais aussi au public qui voudrait un moment rencontrer. Parce qu'il faut créer des lieux de rencontre entre celui qui crée et celui qui consomme. OK? Et puis, aujourd'hui, au niveau de la région, même si le livre n'est pas réellement, je dirais, notre activité principale, mais nous avons quand même chez nous, à la région, de l'édition de livres, que nous aidons ceux qui cherchent un éditeur à pouvoir les aider, les éditeurs à sortir leur œuvre. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il faudrait par exemple que nous puissions revenir à un grand salon du livre, parce qu'il faut permettre aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir retrouver un espace où le livre est là, où les éditeurs puissent venir proposer leurs produits. Mais pas seulement les éditeurs de Guadeloupe, mais aussi les éditeurs qui éditent les Guadeloupéens à l'extérieur, mais aussi tous les éditeurs, parce que je dis souvent que c'est dans ces lieux de rencontre qu'on permet de faire une évaluation. On en est où par exemple, un éditeur, vous avez parlé de Didier Manette alors là, qui fait un travail remarquable avec d'autres éditeurs en Guadeloupe, mais peut-être à la rencontre de d'autres éditeurs, il va pouvoir améliorer son produit, il va pouvoir améliorer sa façon de faire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, sans l'industrie culturelle et créative, je ne sais pas si ce peuple-là se porte très bien. Et pour revenir au professeur Raboteur et... le nom de son collègue m'a échappé, Alain Morin. Ils ont fait une étude et ils disaient que les niches d'emploi qui vont apparaître bientôt en Guadeloupe notamment, mais c'est autour de l'industrie culturelle et créative. Et donc nous sommes conscients, nous, parce que nous sommes responsables à la région du développement économique, que c'est dans ce créneau-là qu'il faudrait qu'on s'investisse. Mais moi, je partage totalement, puisque le ministère de la Culture a fait le même constat dans tous les territoires. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du dispositif France 2030, ils ont constaté qu'il fallait investir, parce qu'ils ont identifié déjà les métiers d'avenir dans les industries culturelles et créatives. Mais nous aussi, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que tous ces métiers des industries culturelles et créatives, je ne sais pas si vous avez remarqué, se font autour du cinéma et de l'audiovisuel. Et ça a été flagrant pendant ces 2 dernières années de Covid. On voit que ça pénètre tous les arts, la danse, le théâtre, la musique. Et ce sont des outils indispensables. Chez nous, ils sont assez bien représentés en matière de formation. On ne va pas parler de la filière STDMD du lycée Carnot, qui permet de former des professionnels de la danse, de la musique, du théâtre, le BTS des métiers de l'audiovisuel, bon voilà, le DNMAD qui va permettre de former au niveau licence des graphistes, mais aussi tous ceux qui veulent travailler dans la scénographie ou peut-être se destiner aux études d'architecture. Je ne parle même pas des 6 établissements qui proposent l'option audiovisuel et cinéma. La photographie, elle est présente en termes d'options au lycée Carnot, et y compris aussi, alors il ne faut pas oublier non plus le centre des métiers d'art à Pointe-à-Pitre. Les arts appliqués au lycée de Rivière-des-Pères. Et Rivière-des-Pères, qui eux préparent au préparatoire, et le fameux DNPAD, la fameuse licence, elle se fait au lycée Rivière-des-Pères. Donc, il y a un dynamisme, ça bouge, puisque sans oublier cette licence qui permet de gérer des structures culturelles qui a ouvert ses portes dès septembre, est tout de suite saturée. Donc, on sent vraiment qu'il y a une dynamique et une évolution en termes de métier. Alors, moi, je pose la question, qu'est-ce qui manque alors ? Qu'est-ce qui manque ? Non, mais en fait, il ne manque... Enfin, il va toujours manquer des choses parce qu'on n'a pas fini d'inventer, on n'a pas fini de former, on n'a pas fini de faire des choses. Je pense aussi que parfois, la Guadeloupe va arriver à un stade où, après, le jeune devra partir ailleurs pour pouvoir aller se former encore plus. Vous avez parlé de la formation initiale, mais aussi la formation continue. Il y a des structures qui mettent en place des formations pour permettre aux gens qui ne sont plus dans le circuit scolaire, de pouvoir se former, de pouvoir se parfaire, de pouvoir aller. Et puis, il y a aussi parfois des gens qui ont cette démarche, mais de partir à l'étranger pour pouvoir apprendre des choses, rencontrer l'art. Il a parlé de la Guyane, mais il y a des gens qui vont aux États-Unis, il y a des gens qui vont en Europe, qui vont faire des choses qui vont leur permettre de rencontrer un certain nombre de maîtres, rencontrer un certain nombre de personnes qui ont cette capacité à pouvoir leur porter et des connaissances, et des techniques, et des expertises, mais aussi une vision. Et puis, je rappelle aussi que créer, ça vient de l'être humain, ça vient d'une production intellectuelle qui vient du cerveau et qui vient aussi de rêves et qui vient d'ambitions que l'on a, mais qui vient aussi du fait que on a rencontré des gens, on a vu.
et cette volonté d'amener les gens dans des champs du possible, travailler sous l'imaginaire. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Quelqu'un m'avait fait remarquer que l'être se comporte en fonction des cantes et légendes de son pays. C'est-à-dire que quel est l'imaginaire que nous avons quand nous sommes petits? Et par exemple, aussi, c'est la conjugaison du verbe être. Voilà, tu vois, l'anglais te dit, ou l'américain te dit, c'est to be or not to be, c'est soit ou là ou pas là, ou caille ou pas caille. Et le français te dit, je pense, donc je suis. Donc j'arrive à dans notre système de pensée. Et donc tout ça fait que ça va te construire de toi un être, pour savoir ce que tu fais, comment tu réagis. Quand par exemple tu rencontres des difficultés sur le terrain, autour de ton art, pour développer ton art, comment tu vas faire. Et ça, c'est essentiel pour nous. Alors, juste avant de clôturer cette première partie, je voudrais revenir sur deux choses qui ont été dites par Dwayne et par Thierry. C'est que vous faites de la BD, mais vous avez aussi la volonté de passer à l'animation. C'est-à-dire le lien, comme disait tout à l'heure Marilène, entre le cinéma et la BD, pratiquement la passerelle est faite. Oui, c'est ça. C'est à la base, moi je suis réalisateur de films d'animation. Oui. Donc je voulais faire un court-métrage avant de faire La Planète Taku. Et c'est le fait de ne pas avoir réussi à faire mon court-métrage Tadji l'enfant du désert que je me suis retrouvé à faire La Planète Taku. J'ai d'abord fait un roman, oui. Et ensuite le Kempsi, toute la série. Et pour ajouter, quand on regarde maintenant ce qui se fait, quel que soit l'art, maintenant il y a un décloisonnement. C'est par exemple dans les jeux vidéo, il y a par exemple des scènes de combat, c'est de la chorégraphie, donc c'est de la danse limite. Donc la bande dessinée influence le cinéma, comme le cinéma influence la bande dessinée. Il y a une interconnexion qui est déjà existante, donc c'est un peu normal, logique de vouloir aller vers ce type de support. Il ne faut pas oublier que le cinéma ne démarre qu'à partir d'un storyboard. C'est d'ailleurs en fait une des filières métiers, peut-être dont on parle le moins, et qui est directement liée au métier de la bande dessinée. Le bon cinéma ne se fait qu'avec un bon storyboard, en fait. Et ça, alors, donc, j'espère en fait que c'est intégré dans nos filières, mais c'est clair qu'on a de belles perspectives en fait sur ces métiers-là en Guadeloupe. Fin de la première partie de ce débat qu'on va continuer tout de suite après la pub. Il est déjà 13h32, on termine à 14h, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure, restez avec nous. Voilà, un retour sur le plateau du ZCL News pour ce débat sur les ICC avec d'autres invités, certains qui sont là. Joël Rabouteau est toujours avec nous au téléphone. Entre-temps, on a eu Michael qui est avec nous, qui est auteur autodidacte, Julien Delascamide et un éditeur très connu en Guadeloupe, l'un des éditeurs les plus connus, pas le seul, mais enfin c'est l'un des principaux, Didier Manette. C'est à toi, Marie. Moi, j'ai deux questions pour Didier Manette. La première, c'est quelle est la place des industries culturelles et créatives dans le monde de l'édition, et qui me parle aussi du métier d'éditeur, exactement à travers son parcours. Aujourd'hui, être éditeur en Guadeloupe, c'est pas simple en tout cas. Très difficile parce que on est sur un petit territoire, donc avec un public assez limité. Et aller au-delà, c'est quand même être confronté à des mastodontes. Et c'est vrai que très souvent, on a du mal à s'imposer. Même si les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai que la littérature, la créativité des jeunes, la créativité en BD, en livre jeunesse, fait qu'on a de super produits. Et aujourd'hui, c'est vrai que la question de comment faire vivre ça à l'extérieur est toujours très compliquée. Et pour l'éditeur, c'est particulièrement compliqué. Mais en tout cas, le plaisir de l'éditeur, c'est d'avoir des ouvrages qui arrivent. Donc chaque fois qu'on a une nouveauté, c'est toujours... c'est l'auteur qui est heureux, c'est une population derrière qui apprécie. Donc le travail se fait et aujourd'hui, on a de belles choses qui se font sur le territoire. Nous, pour notre part, ici en Aigues-Marron, on est présent évidemment sur Caribule. Comme ça, on pourra faire un comparatif. On sera sur le festival de livre jeunesse de Montreuil en début décembre, région parisienne. Ça permet de voir, chacun à son niveau. Mais c'est vrai que ça permet en tout cas de voir. L'année dernière, on y était d'ailleurs. Le président est venu nous voir là-bas. Et c'est vrai que ça permet de voir ce qui se fait au niveau national et international, puisque c'est vraiment l'événement du livre jeunesse là-bas. On a de belles choses ici. On peut être fier de ce qu'on a. Et aujourd'hui, la véritable question qu'on doit se poser, c'est comment permettre à cette industrie, à cette réalisation de vivre à l'extérieur. Voilà. Alors moi, en parlant, j'ai une petite réalisation. Voilà, celle-là. Ça a été fait par la filière Bac Pro, parce que ça aussi, on a tendance à croire qu'il n'y a que dans la filière générale
qu'on peut écrire. Et c'est un recueil de poésie donc, qui a été réalisé par les terminales Bac Pro Communication Visuelle Plurimédia, que je tiens à vous offrir, que je vais vous offrir. Et donc, c'est un recueil de poèmes, poésie et illustré. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Danick, si tu peux m'aider. Oui. Poésie illustrée. Et ce que je trouve très intéressant chez nous, c'est ça. C'est que on aime écrire, on aime illustrer. Et dans des enseignements, comme l'enseignement professionnel, on pense que c'est peu probable. Et pas que, parce que je crois que Danick, tu as quelque chose aussi à nous proposer. La biodiversité en toute sauce, c'est une bande dessinée faite au lycée agricole de la Guadeloupe. Ce sont des jeunes. Et leur professeur, Madame Delfolie, était avec nous ce matin, puisqu'on a fait un meet-up ce matin, comme chaque année à Caribule, et elle expliquait comment des élèves qui ne sont pas des élèves en art graphique, mais eux aussi, ils ont fait une BD et elle a tenu à venir à Caribule présenter ça. Et non seulement ils ont fait cette BD, mais j'annonce ça à M. Nelson parce qu'il aura sûrement géré ce dossier. Ils vont faire un documentaire sur la bande dessinée, sur la biodiversité. Bref, c'est un projet qui est en cours. C'est-à-dire que finalement, le lien, le passage se fait. Et moi, j'ai envie de poser la question tout de suite à Michael, que lui qui est autodidacte, parce qu'on parlait tout à l'heure de filière de formation, et qui dise un peu comment il est arrivé au manga. Alors, tout d'abord, je suis arrivé au manga, comme tous les jeunes, je pense, c'est grâce à la télé. On a vu le manga à la télé d'abord. À mon époque, c'était le Club Dorothée, tout ce qui était Dragon Ball, Olivier Tom et tout ça. Donc, et du coup, je dessinais ce que je voyais à la télé. Je reprenais un peu tous les dessins de Dragon Ball. Et ensuite, mais sans savoir que c'était du manga. Et au fur et à mesure, quand j'ai appris que c'était du manga, je me suis spécialisé dans le manga. Et voilà, ça c'est comme ça. Moi, c'est vrai qu'il y a un endroit. Alors, même moi, j'ai commencé, j'aimais beaucoup le manga et je tiens à préciser qu'il y a aussi le manga pour les filles. Oui, tout à fait. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels conseils que tu peux donner à des jeunes, par exemple, dans le Bac Pro Plurimédia. Ils envisagent très sérieusement de monter un club de BD. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire le manga. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'ils pourront en vivre? Et donc, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Par quoi on peut commencer? Et est-ce qu'ils ont vraiment des perspectives en termes de métier? Est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, déjà, en tant qu'autodidacte, on apprend sur le tas, on apprend tout seul, on apprend surtout sur Internet. Il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de gens qui partagent leur passion comme nous. Et donc, on apprend tout seul. Et pour ce qui est... du coup, il faut avoir de la passion. Il faut persévérer. Donc sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Et pour ce qui est de la perspective du métier, il faut savoir que c'est un milieu assez concurrentiel. C'est assez dur de s'imposer. Mais si on a du talent, si on veut vraiment y aller, il faut y aller, quoi. Il faut déjà commencer par commencer. Mais la même question pour Julien. Hein, donc, est-ce que tu es amateur ou professionnel déjà? Je suis professionnel. Je fais partie de l'équipe de Laskamit et je suis producteur du manga de Laskamit. Voilà, et la question, comme l'a dit Mikey, c'est vrai que nous, on a grandi avec le Club Dorothée, Dragon Ball. J'ai même une anecdote parce qu'un des producteurs, c'est mon ami d'enfance, Mathieu, qui est originaire de la Guadeloupe. Moi, je suis d'origine algérienne et je me prenais pour Vegeta. Parce que Vegeta, dans ses traits de caractère, il me ressemblait, il y avait une appétence. Et mon ami Mathieu se prenait pour Satan Petit Cœur. Parce que pour lui, les Namek, il se sentait représenté par ça. Et donc, en regardant le Club Dorothée, en ayant grandi avec la culture japonaise, on s'est très vite posé la question pourquoi il n'y a pas de représentation positive ou pourquoi le monde n'est pas comme il existe chez nous, parce que j'ai grandi à Paris. Et donc, avec ça, il y a une réflexion de se dire on ne peut pas attendre des autres qui nous représentent, il faut qu'on commence à ouvrir la voie, surtout de par certains process administratifs ou d'État. On se retrouve très bloqué dans la création. Et on s'est tout de suite dit, parce qu'on n'a aucun talent, je fais de magnifiques bonhommes bâtons, mais je ne sais absolument pas dessiner. On va rencontrer des gens qui ont un talent certain pour raconter des histoires différentes, car
Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas japonais-américain, ces cultures sont incroyables, mais comme toutes les cultures du monde. Et c'est à nous de la montrer, de la présenter, de la diversifier, avant d'attendre que ce soit les autres qui nous donnent la parole. C'est d'où l'initiative est venue de l'Askamit. Alors, tout à l'heure, Marie me demandait qu'on explique un peu l'origine de The Laskamit, parce qu'on entend beaucoup parler de vous ici depuis quelques jours, et c'est tant mieux, mais il y a des gens qui peut-être encore devant leur écran se posent, mais The Laskamit, qu'est-ce que c'est? Déjà, M. Zandronis, merci, parce que Caribul, dans les années 90, la première édition, j'avais 5 ans, donc c'est une institution, et en soi d'être là, ça nous fait extrêmement plaisir, car dans l'équipe, une grande partie sont d'origine des ultramarins, notamment de la Guadeloupe. Et The Laskamit, c'est un shonen, c'est comme Naruto, Dragon Ball, Naruto, One Piece, c'est la même chose. D'ailleurs, une petite précision, sur les mangas, la moitié des lecteurs de mangas, plus de la moitié, c'est des femmes. Comme les jeux vidéo, la moitié des joueurs de jeux vidéo, ce sont des femmes. Et donc c'est vrai que le shonen, dans le stéréotype quand c'est écrit au Japon, c'était adapté pour les jeunes adolescents, mais très vite les femmes se sont accaparées ce style, comme les shoujo qui sont pour les femmes, et d'ailleurs les hommes qui sont romantiques aussi s'orientent vers le shoujo. Et en soi, The Laskamit, c'est un pur shonen, mais la particularité de notre projet, c'est que avec le manga, tout le monde connaît les ninjas, les samouraïs, Tokyo, et pourtant personne n'y va. Pareil avec le comics américain, on apprend la culture, la mythologie américaine, et en ce qui concerne l'Afrique, les Caraïbes et les Amériques, on connaît très peu d'histoires, alors qu'il y a des mythes, il y a des empires, il y a des royaumes, il y a un bestiaire qui est tout aussi puissant et incroyable. Et nous, on a décidé de le raconter parce que la place était prise pour raconter l'histoire des Vikings, des ninjas ou des Gaulois, et on a voulu aller sur quelque chose qui était différent et une expérience inédite. On va peut-être retourner vers Monsieur Raboteur. Est-ce qu'il nous entend? Joël, tu nous entends? Oui. Alors moi, je voulais te poser une question un petit peu plus générale. Marie-Hélène va compléter tout à l'heure. Il y a environ 6 festivals de cinéma ici. Il y a le festival Terre de Blues à Marie-Galante, j'espère qu'il se fera l'année prochaine. Autrefois, il y avait un festag, il y a le carnaval. Toute cette activité culturelle, justement, est-ce que économiquement, ça commence à peser en Guadeloupe? Et on posera la même question tout à l'heure à M. Nelson qui est là. Oui, alors, ça ne sera pas très compliqué pour moi de répondre. Hein. C'est vrai qu'il y a un poids économique. Alors, je parle du carnaval. Le carnaval, effectivement, tombe en pleine haute saison touristique. Donc c'est pratique, puisque vous avez une activité gratuite entre guillemets, hein, pour ceux qui assistent, hein, mais qui dépensent dans les restaurants, dans les bars, et également dans l'achat de souvenirs. Donc ça donne une image très positive de la Guadeloupe. Et puis vous avez des milliers de connexions, hein, lors du Mardi Gras. Et donc on est regardé dans le monde entier. Et les gens peuvent effectivement, parce que nous arrivons à l'office du carnaval, qu'on nous demande à quelle période venir. Donc si un touriste vous pose la question, c'est qu'il est intéressé par le carnaval. Donc c'est ce produit d'appel qui attire énormément et qui fait que nous avons énormément de visiteurs. Je sais que certains groupes hôteliers affichent complets et sont surbookés pendant cette période-là. Et d'ailleurs, même ceux qui viennent pas pour le carnaval, hein, sont soit bloqués, donc ils assistent et puis ils prennent plaisir à cette manifestation. Donc tout événement culturel, il y a un impact. Il y a un impact direct, il y a un impact indirect, il y a un impact intuit. Et toute manifestation culturelle, d'accord, artistique, spectacle, hein, par exemple, je sais que quand il y a un grand spectacle, eh bien, il y a beaucoup de déplacements de Caribéens au sein même de la région. Donc, je connais des gens qui viennent de la Martinique, de la Guyane et qui viennent assister au spectacle. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une attirance. Donc, l'activité culturelle attire. Il y a des gens qui suivent leurs artistes exactement comme vous avez des spécialistes qui vont suivre les baleines là où ils passent. C'est pareil, hein, on va assister, on va voir le spectacle parce que il y a une forme donc d'attractivité, hein, qui est liée à la qualité du spectacle. Alors la musique c'est aussi vrai. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport, l'article qui était paru, parce qu'il y a une étude qui a été menée par l'INSEE sur le nombre de personnes sur les pratiques culturelles en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que 93% donc, de l'échantillon écoutent de la musique. Et 73% écoutent de la musique tous les jours, ou presque.
regardent la télévision 92%. La durée moyenne d'écoute est de 21 heures par semaine. Jouent aux jeux vidéo 44%. Écoute la radio 87%. D'accord. Suivent l'actualité 97%. Lisent les livres 54%. Alors je vais juste faire une petite remarque intéressante concernant le livre. Moi j'entends souvent dire que les jeunes ne lisent plus. Mais est-ce qu'on s'intéresse au support? Moi je vois parmi mes étudiants, quand on leur demande un livre, ils ne l'achètent pas. Mais par contre, ils l'achètent en PDF. Donc peut-être qu'il faudrait voir les supports qu'on utilise. Et aujourd'hui, eh bien, le rectorat a bien compris cela. Et nous, à l'université, nous le mettons en place. On nous demande d'utiliser tous les supports possibles pour pouvoir transmettre l'information. Donc, à certains moments, eh bien, on utilise des films, on utilise donc comment dirais-je, on fait des slides, on fait des photos, on fait des images, etc. Et des fois, on se rend compte que le message passe mieux, puisque les gens sont plus visuels qu'auditifs, sont moins, comment dirais-je, avec la tradition donc, du livre qu'on va lire tous les jours, d'accord. Il faut s'adapter avec son temps. Donc les supports doivent évoluer, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, l'expérience Caribule m'interpelle, c'est vrai, et c'est aussi extraordinaire puisque nous sommes dans une économie monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ce qui se pratique ailleurs peut être appliqué localement. J'ai bien mangé dernièrement une pizza hollandaise. C'est ce que j'appelle, moi, un sécrétisme gastronomique. Eh bien, une manga qui parle donc des contes entiers, moi, ça me poserait aucun problème de le lire. Et ça fait partie donc, de la mondialisation, puisque nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans le monde. Donc, il faut vivre aujourd'hui avec son temps. Alors, si on regarde toujours dans les statistiques, par exemple, sont allés au cinéma 40%, d'accord. Le musée, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que les musées sont moins attractifs qu'autrefois. Je regarde la proportion en Guadeloupe. On a 12% de gens qui vont réellement dans les musées, alors qu'en France métropolitaine, ils sont 29%. Mais peut-être qu'il faudrait adapter le musée, faire un peu comme le musée Art que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai visité à Chinchère, alors que je passais régulièrement le vent, et je n'avais jamais pensé y rentrer. Et dernièrement, je trouve que c'est vraiment une idée intéressante que de porter l'art sous toutes ses expressions et de moderniser également donc, la culture. Donc toutes les formes d'expression culturelle sont bonnes à prendre. Merci Joël. Question d'autres. Alors une dernière question, alors fait partie des dernières questions qui c'est pour vous, hein, monsieur le président de la commission de culture. On sait qu'il y a bientôt un bel événement sportif, puisque on sait que chez nous c'est sport et culture, donc la route du Rhum. Et bien sûr la question, mais quelle va être la place laissée aux industries culturelles et créatives dans votre programme régional pour cette édition de la route du Rhum? Oui, mais avant de répondre à cette question, je voulais préciser quelque chose. Le professeur Raboto l'a dit. Marie-Galante, par exemple, quand il y a le festival Théâtre de Blues à Marie-Galante, il n'y a pas une place, il n'y a pas une chambre de libre, il n'y a pas une voiture de disponible, il n'y a rien. Les rotations de bateaux sont multipliées. Donc, on voit bien que c'est devenu un festival de territoire et ça amène énormément à Marie-Galante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, après que les gens aient fréquenté Marie-Galante, beaucoup de gens prennent le réflexe de revenir à Marie-Galante, même en dehors de la période du festival. Et Joël Raboto a parlé de carnaval, mais quand vous parlez du Brésil, instinctivement, le carnaval du Brésil vous vient à la tête. Le carnaval de Trinidad vous vient à la tête. Et pourquoi pas le carnaval de Guadeloupe? Parce que nous avons peut-être le meilleur carnaval de la Terre, puisqu'il est diversifié, il est riche en groupes, en couleurs, en événements et tout ça. Donc ça montre bien que c'est important l'industrie culturelle. Et Patrick Saint-Éloi, paix à son âme, disait quelque chose d'important dans sa chanson. Il disait « J'attends pour le monde savait que les Antilles ont existé ». C'est-à-dire qu'il considérait qu'avec sa musique, il allait conquérir le monde et faire en sorte que les gens puissent venir voir mais quel est ce pays qui produit autant d'acteurs de ce niveau-là. Et donc, quand nous faisons la route du Rhum n'est pas simplement une course, je dirais, une épreuve sportive. C'est aussi pour nous un levier pour mettre en avant le savoir-faire guadeloupéen, l'excellence des produits guadeloupéens. C'est
du développement économique, pour nous permettre de faire en sorte que nous puissions montrer à ceux qui viennent, par exemple, à Saint-Malo. À Saint-Malo, sur le village, c'est 2 millions de personnes sur la durée du village. Il y a des jours où nous sommes à des près de 200, 300 000 personnes. C'est de montrer aussi ce que nous faisons autour de la culture. Cette année-ci, nous aurons 5 podiums avec des artistes guadeloupéens qui vont se produire à Saint-Malo. Les gens ne vont pas venir pour ces artistes-là, mais peut-être qu'il y a des producteurs dans la foule qui vont dire, tiens, cet artiste, ça m'intéresse, ce qu'il fait est bien, et pour les contacter. Mais nous, ici en Guadeloupe, et je le disais tout à l'heure là, à l'éditeur Didier Manette, c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie du pays. C'est-à-dire que nous aurons pendant 20 jours des concerts tous les soirs sur la place, sur le MACT. Nous aurons sur la place de la Victoire des concerts. Nous aurons des concerts à Basse-Terre. Et nous avons lancé un programme pour pouvoir permettre que les restaurants puissent pouvoir produire des groupes dans leur tout. Donc, nous contribuons non seulement à la professionnalisation des groupes, puisque ce dont les groupes ont besoin, c'est de lieux de diffusion, c'est d'embauche, c'est de déclaration. Quand il y a eu la Covid, beaucoup d'artistes n'ont pas touché le chômage partiel. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les 507 heures. Donc, la Route du Rhum est un événement qui est aussi un événement avec un accent culturel fort. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est que nous aurons au moins 200 télévisions du monde. Ces télévisions-là, quand ils vont arriver, ne vont pas rester sur la Route du Rhum. Ils iront visiter les sites, ils iront visiter les activités, ils iront chez l'entrepreneur, ils iront voir des choses. Et ça, c'est important pour nous. On doit comprendre qu'un événement comme celui-là, vous irez par exemple à Métropole, vous allez payer d'une campagne publicitaire sur une grande chaîne de télévision, combien de millions d'euros. Vous n'aurez jamais autant de retours sur investissement que si vous créez un grand événement. Et vous faites en sorte que vos artistes, que des peintres, un certain nombre de plasticiens, il y aura un show mode, il y aura des expositions de photos et tout ça. Tout ça nous permet, et à Saint-Malo et en Guadeloupe, de pouvoir valoriser les artistes et le monde de l'industrie culturelle. Et je rappelle que le MACT fait partie de l'industrie culturelle, parce que nous avons des personnes qui vivent de ça, mais nous avons aussi une activité touristique qui arrive en Guadeloupe et qui ont besoin de lieux pour pouvoir visiter. Et nous avons aussi besoin de lieux de monstration. C'est pour ça que nous avons acheté la maison Toll, pour faire en sorte que nous puissions donner à la Guadeloupe, à la musique traditionnelle de Guadeloupe, un lieu. Ce lieu sera pour le Grouka, la Biguine, le Mayolet, la musique indienne, la musique libanaise, toutes les musiques traditionnelles. C'est pour ça que nous allons acheter le cinéma Rex, parce que nous disons qu'il faudrait non pas seulement un lieu pour montrer des films, mais nous avons des gens qui ont des entreprises pour le montage de films, pour l'étalonnage, pour pouvoir faire des bandes son et tout ça. Et donc, ça fait partie de l'industrie culturelle et créative. Et en faisant cela, on construit son pays. Aujourd'hui, des jeunes qui sont là, un jeune éditeur comme Zidane, ils n'ont plus le complexe de pouvoir faire leur métier. Ils ne souffrent pas de complexe par rapport aux autres, mais parce qu'à certains moments, ils se sont libérés et ils se sont investis dans ce que nous appelons aujourd'hui, sous le vocable, l'industrie culturelle et créative. Ils sont comme M. Jourdain, ils faisaient de la prose sans le savoir, ok? Mais ils étaient là en train de construire leur pays autour de la culture. Quand Didier produit autant de jeunes écrivains, autant de jeunes auteurs, il construit son pays. Ces jeunes-là, s'ils n'avaient pas Didier pour les aider, ils auraient peut-être ça sur un vieux cahier, quelque part. Ils auraient perdu ça, à la limite, ils auraient abandonné un chemin. Et tout à l'heure, là, tu as demandé, mais comment les autodidactes font? Eh bien, même celui qui fait la filière, il y a une chose qui est essentielle. Travailler, 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 travailler. Et c'est comme ça que vous faites. Ils ont dessiné. Ils sont devenus bons. Un chanteur, avant d'aller prendre des cours de chant, il doit apprendre à chanter. Parce que si vous allez apprendre dans des cours de chant, si vous ne savez pas chanter, vous perdez et votre temps et votre argent. Didier, avant de partir, tu avais demandé 2 minutes pour pouvoir présenter tes derniers ouvrages. Nous avons en fait, c'est surtout moi créole, hein, donc c'est un moment pour nous parler des créoles. C'est vrai qu'il y a l'édition d'Agmaron, nous allons l'eau événement, et pour ça, nous rencontrer, nous avons aussi un lot débat pour nous garder à quel niveau créole là, qui j'en nous a parlé jeudi jour. Donc, le 21 au souhait, nous qui côté DE. Donc, le 21 au souhait, nous côté DE, et nous qui parler des créoles en famille, hier,
jeudi là et demain. Donc ça c'est le 21 octobre en médiathèque d'Ayé. Le lendemain, le 22, toute la journée, nous avons Tibou. Et le matin, raconter si où, à 10h du matin, nous avons dictée créole. Le 22. Le 22. Vous pouvez être à casa, vous pouvez faire un zoom, vous pouvez mettre un peignoir et faire dicter. Donc le 22, avec donc, les codes et tout ça qui nous sont à l'internet, mais le 22, nous avons grand dictée créole avec Ville-Tibou. Grosso modo, nous avons quelques centaines de personnes qui ont participé. Mon côté, c'est d'autre côté. Donc, vite marqué créole avec nous. Nous avons une leçon créole avec Tony Mango avant. Et après, nous avons marqué créole là. Et le 22 au soir, nous avons la place Tibou avant débat avec Franck Garin, à l'entour créole. Est-ce que nous avons parlé tout le temps? Et est-ce que même nous avons laissé place dans l'amour en nous, en créole, avec M. Franck Garin? Mais le dernier mot que dit avant, Marilène conclut, c'est que Caribul va continuer vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à dimanche. Et Kenny, Drexy, en showcase dimanche soir, en pas besoin des autres que Kenny, j'aime Kevin là. Et ça aussi, son public à Caribul aussi. Un dernier mot, Marilène, en français ou en créole, conflit. Ah, mon cher, nous allons continuer en créole. C'est moi créole, hein. Nous adorons moi créole. C'est l'année à créole. Et d'ailleurs, quand il y en a des autres, que c'est que prochain débat en nous, parce que je constate, nous avons proposé un nouveau format, débat. Et prochain débat là qui porte ici créole, qui place à créole. En tout cas, pour premier débat là, en cas des autres, merci en pile. Et Zopé Ouvin, les ovlis. Merci Joël Raboteur, merci tous ces monde-là, Thierry, Michael Dambi, Yohan Bangou, bien sûr Jean-Claude qui chaque fois nous criait toujours là, Marilène qui vient présenter avec nous, encore espérant pas oublier Pomoun, Dwayne aussi, Joël Bangou, et bien nous allons retrouver nous lundi, le ZCL revient le lundi, du lundi au vendredi, de 12h30 à 14h. Eh bien, bon Caribul pour ceux qui partent au point. Il reste le village vendredi, samedi et dimanche. Il y aura encore des ateliers. Et après Caribul, il y aura encore des ateliers. Et Nelson, oublions au mitin. Rapidement. Oui, alors un mitin qui est très important. Nous avons à ce que Caribul y en est avec Quai des Bulles. Quai des Bulles, son grand festival à des bandes dessinées qui a fait à Saint-Malo. OK? Et à dans convention là qu'on a signé là, parce que nous voulons qu'il continue après la route du Rhum, entre Saint-Malo, la région de Bretagne et vers la Guadeloupe. Et nous souhaitons vraiment que Caribul et Quai des Bulles signent une convention, permettent que des jeunes dessinateurs Guadeloupe aillent présenter le travail à eux en bas là, mais que signons un carré qui est réservé à Caribul en Quai des Bulles et que signons un carré qui est réservé à Quai des Bulles en Caribul. Ben, nous allons merci, M. Nelson. Et Jordan, merci aussi pour la réalisation. Comme d'habitude, zéro faute. Et on se retrouve lundi. Merci, Marilène. Merci, Dani. Et bon week-end et bon Caribul. Bon Caribul. Bye bye. On a bouffé ta chronique aujourd'hui, mais tu as vu pourquoi? Non, mais on reste dans la chronique. On reste dans la chronique, dans la thématique de la chronique. Bien, mais c'est parfait. Voilà. Ciao, bye bye, à lundi.